Ça démarre. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau webinaire organisé par lepetitjournal.com. Ravi de vous retrouver. Donc, lepetitjournal.com, le journal des Français à l'étranger, votre quotidien en ligne. Je suis Hervé Hérault, le président et le fondateur des éditions du petitjournal.com. On va passer aujourd'hui 1 heure ensemble sur la thématique « Pourquoi étudier les relations internationales en tant que jeune expatrié ?» On a la chance pendant 1 heure d'être avec Pierre Haroche, qui est maître de conférences en politique européenne et internationale à ESPOL Lille et qui est là pour répondre à toutes vos questions et puis évidemment pour nous présenter ESPOL. Alors on a, c'est très facile, hein, on a un petit chat sur la droite. Vous allez voir, je vais mettre un petit bonjour à tous. Ce que j'aime bien, c'est si vous pouvez nous dire un petit peu où vous êtes, ça nous fait souvent voyager. Je vois qu'il y a Mathias, Adrien, Jules, Cécile qui sont connectés. Donc, faites-nous un petit coucou. Dites-nous, est-ce que vous êtes en Asie, en Afrique, en Europe, en France, évidemment aussi. Est-ce qu'il fait beau chez vous ou est-ce qu'il fait plutôt moche comme en France actuellement? Voilà, faites-nous un petit signe. Et puis surtout, évidemment, utilisez ce petit fil de chat pour poser, bien entendu, toutes vos questions. On a une petite heure ensemble, ça passe vite, donc soyez pas timides. Il y a certainement, si vous êtes inscrit, c'est évidemment que vous êtes intéressé. Vous êtes certainement des lycéens, terminale, première, voilà, éventuellement seconde, si vous anticipez beaucoup, mais tant mieux. Et puis peut-être des parents aussi, bien entendu, pour savoir un petit peu comment se déroulent ces études à ESPOL. Sachez également que ce webinaire, il est enregistré et du coup, il sera disponible en replay. Donc, quelques instants après la fin du webinaire, vous recevrez le replay. Donc, si vous ne pouvez pas assister à tout, pas de souci, vous ne manquerez rien. Mais en revanche, posez vite vos questions. Et puis, si vous voulez le partager, vous pourrez le partager très facilement. Il y aura également un article dans les prochains jours dans le petitjournal.com, un petit article de compte-rendu avec la vidéo qui sera embedée depuis YouTube. Donc, également très facile à partager. Donc, voilà, si vous avez d'autres camarades du lycée qui peuvent être intéressés par le sujet, qui ne s'étaient pas inscrits, ou d'autres parents que vous connaissez qui peuvent être intéressés, évidemment, faites-leur savoir. Allez, on a Mathias qui est de Dakar, qui après nous dit 23. Bonjour, bonjour Mathias, il fait 23 degrés sans doute. Si c'est fait 23 degrés à Dakar, c'est pas trop mal. Allez, les autres internautes, faites-nous un petit peu savoir, faites-nous un coucou, utilisez le fil de chat. Je vais passer la parole à Pierre Haroche pour le laisser se présenter et nous présenter en quelques mots ESPOL. Bonjour Pierre. Bonjour. Merci beaucoup de me recevoir. Très heureux d'interagir avec vous pendant cette petite heure. Alors, je m'appelle Pierre Haroche, je suis maître de conférence à ESPOL en politique européenne et internationale. Ça veut dire en gros que je suis assez spécialisé sur l'Union européenne, mais je m'intéresse aussi beaucoup à la façon dont l'Union européenne a un rôle dans la politique mondiale, et je fais aussi des cours de politique mondiale. Donc ça, c'est pour moi. Et puis, au-delà de mon rôle d'enseignant, j'ai aussi un rôle plus administratif parce que je m'occupe de la coordination de la licence Relations internationales à ESPOL. J'aurai l'occasion de vous présenter un peu. Il y a 3 licences à ESPOL qui vous sont proposées. Et donc, il y en a une qui s'occupe plus particulièrement des relations internationales que je coordonne. Bon, je fais le programme en particulier. Donc voilà, très heureux de pouvoir répondre à vos questions et de vous présenter ce que nous faisons. Super, merci beaucoup Pierre. Allez, Cécile est à Cologne et Mathias nous dit non, en fait, il fait 26 degrés à Dakar, c'est encore mieux. On va être jaloux, Mathias. Allez, posez vos questions, les internautes. Dites-nous un petit peu où vous êtes, mais surtout, posez bien vos questions. On va passer 1 heure ensemble. Ça passe assez vite. Moi, je vais vous poser une première question, Pierre, qui est d'ordre assez général. C'est quoi les études en relations internationales? Quel type de contenu ça s'adresse? Qu'est-ce qu'on y apprend? Qu'est-ce qu'on y enseigne? Alors, c'est une très bonne question parce qu'en fait, ce n'est pas une évidence de proposer les relations internationales en première année. Il y a des endroits où on va vous dire les relations internationales, c'est une branche de la science politique. Donc, on commence par faire de la science politique et puis, au sein de la science politique, on étudie la façon dont fonctionnent les régimes politiques, les relations internationales, et c'est un aspect de ça. Étudier les relations internationales dès la première année, c'est partir du principe que déjà, la politique mondiale est quelque chose de très important dans plein de formations, intellectuellement, pour plein de connaissances qu'on souhaite avoir pour comprendre ce qui se passe autour de nous dans l'actualité, mais qu'en plus, ce n'est pas un sous-champ d'une discipline, comme la science politique, que c'est en fait un carrefour.
Donc ça, c'est un peu l'esprit de la façon dont c'est présenté et enseigné à ESPOL. C'est-à-dire que quand vous faites des relations internationales, vous allez faire bien évidemment un peu de sciences politiques, donc pour essayer de comprendre les grands concepts et les grandes théories de la façon dont fonctionne un régime politique, de la façon dont fonctionnent les relations internationales entre les États, mais aussi du droit international. Donc ça, c'est d'une certaine manière une autre discipline, c'est une autre façon disciplinaire d'appréhender la question des relations internationales. Dès la première année, on fait une introduction au droit international public, mais aussi de l'économie, autre discipline qui participe. Donc, dès le début, il y a des cours d'économie politique internationale, mais aussi la philosophie. Hein, il y a la philosophie, les concepts politiques, ça fait partie de la science politique et aussi, des relations internationales et tout un tas de théories normatives ou descriptives qui ont été utilisées pour comprendre et décrire les relations internationales, mais aussi des méthodologies. Par exemple, on a renforcé ces derniers temps pas mal de compétences et de techniques méthodologiques comme les statistiques qui sont devenues absolument incontournables, pas simplement intellectuellement pour pouvoir parler du monde et des comparaisons entre pays, mais aussi dans tout un tas de filières, d'organisations internationales, d'organisations non gouvernementales, où il faut avoir des éléments là-dessus pour pouvoir produire des papiers informés et techniquement solides. Donc voilà, on essaye d'avoir un équilibre entre tous ces aspects et considérer que l'intérêt pour les relations internationales, c'est vraiment le carrefour entre toutes ces disciplines. Et alors, Ouais. pardon, allez-y. Non, 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 non. Non, bah, je me disais que j'imaginais, finalement les relations internationales, on sait que c'est très important, mais là, quelque part, on a un cas très concret avec l'arrivée de Donald Trump au pouvoir. J'ai l'impression qu'il pourrait faire un enfin, là, on mesure tout l'enjeu de ce que c'est les relations internationales. Oui, alors, il y a l'arrivée de Donald Trump, il y a aussi malheureusement tous les conflits qui se sont Mmh. déclenchés autour de l'Europe. Voilà, il y a une forme de reconfiguration un peu du monde autour de nous qui fait que même des choses qui peuvent sembler assez éloignées des relations internationales au sens très classique sont maintenant très très structurées par des questions de relations internationales. Pour vous donner encore un autre exemple, on parle de Trump. Un autre exemple, on m'a posé des questions ce matin sur les questions d'intelligence artificielle et d'innovation dans l'intelligence artificielle. Bah, l'innovation dans l'intelligence artificielle, c'est très intéressant d'un point de vue technologique, c'est très intéressant d'un point de vue économique, c'est très intéressant pour l'impact que ça va avoir sur nos modes de vie et nos vies humaines à l'avenir, mais c'est aussi très structuré par Ouais. la compétition de puissance entre la Chine, les États-Unis, la question de savoir qui domine le domaine, qui va bénéficier le plus en termes de puissance des innovations et de cette nouvelle technologie. Donc voilà, on voit aussi Mmh. des relations internationales dans des domaines où ce n'était pas forcément évident. Je vais vous prendre encore un autre exemple. Moi, il y a un domaine sur lequel je travaille, là, pour le coup, plus en tant que chercheur, mais ça infuse aussi mes cours. C'est ce qu'on appelle la géoéconomie. Qu'est-ce que c'est la géoéconomie? C'est que l'économie, ce qu'on analysait autrefois essentiellement en termes de marché, de bénéfices, eh bien, c'est de plus en plus infusé par la lutte de puissance Mmh. et l'usage de l'économie comme une arme pour affaiblir l'adversaire ou pour se protéger soi-même. Donc, on est à un moment où la compétition de puissance gagne beaucoup de domaines qui n'étaient pas forcément évidents, des domaines régis de façon évidente par les relations internationales et la compétition de puissance. Donc, raison de plus pour faire des relations internationales une porte d'entrée Ouais. sur des connaissances beaucoup plus larges. Voilà. Et pour ajouter quelque chose sur la façon dont ça se passe à ESPOL, parce que là, je vous ai parlé d'un point de vue un peu intellectuel, Mmh. la particularité d'ESPOL, je dirais, par rapport à pas mal d'établissements qu'on a en France, c'est non seulement ce que je vous ai dit, c'est-à-dire qu'on est quand même une des rares formations à proposer une licence de relations internationales. Ça, il n'y en a pas beaucoup. Donc, c'est un choix intellectuel et je vous ai expliqué pourquoi on y croyait. Et deuxièmement, on est aussi une école qui est elle-même assez internationale, en particulier dans le mode de recrutement des enseignants. Et ça aussi, c'est pas forcément très courant dans beaucoup d'établissements en France. En tout cas, il y en a peu. À ESPOL, il y a une majorité de collègues qui ne sont pas français, qui viennent d'autres pays européens, etc. Et donc, l'atmosphère à la fois humaine et intellectuelle est aussi très tournée vers l'international. Et du coup, ça impacte aussi la façon dont on veut former nos étudiants. C'est-à-dire qu'on ne veut pas former nos étudiants avec, et je pense que ça parlera à des élèves et des lycéens qui sont déjà les deux pieds dans l'international, dans des établissements à l'étranger, c'est qu'on veut former des étudiants
pas pour le système français ou pour le marché français ou avec une vision française des choses, mais on veut les former en se positionnant et en se comparant aux grandes universités dans le reste du monde. Et en leur disant, voilà, s'il y a des connaissances, et j'ai pris l'exemple tout à l'heure des questions méthodologiques ou des statistiques, s'il y a des connaissances qui, dans les grandes universités du monde, deviennent absolument indispensables ou deviennent importantes pour les entrées en master ou deviennent importantes pour le recrutement dans certains grands organismes, bah, il faut que nos étudiants soient compétitifs à l'échelle internationale. Donc il y a aussi cet esprit se positionner par rapport aux autres, pas forcément dans un marché français, mais vraiment dans un marché ouvert au niveau international. Bah, ça, c'est extrêmement intéressant et je pense que ça parle particulièrement à nos internautes puisqu'ils sont un petit peu répartis un petit peu partout dans le monde entier. Je vois que Cécile est à Cologne, Anne est à Bangkok, Emmanuel à Londres, pas très chaud non plus, Raphaël à Francfort et Marcio qui est à Rio, il a dû se lever tôt. Merci Marcio, pardon, un plaisir de t'accueillir. Merci pour ces mots d'introduction, je pense que c'est vraiment, vraiment extrêmement intéressant. Peut-être maintenant, Pierre, alors les internautes, posez bien vos questions, hein, une fois de plus. Hein, soyez pas timides. J'imagine que vous avez plein de questions, même des questions pratiques ou enfin toutes questions qui vous viennent à l'esprit, qui concernent le sujet. N'hésitez pas. Posez vos questions à travers le chat, c'est très facile. Pierre, moi, je vais vous demander un petit peu quels sont les types de bachelor, les types donc c'est des licences en 3 ans, hein, c'est bien ça, Voilà. qu'on enseigne à ESPOL. Je crois qu'il y a différents types de programmes. Voilà. En fait, à ESPOL, on a 3 programmes au niveau billet, donc dès la première année en 3 ans. Un qu'on appelle la licence européenne de sciences politiques, c'est-à-dire une licence de sciences politiques avec une grande orientation européenne. Ça aussi, c'est quelque chose que je n'ai pas mentionné. Je vous ai parlé beaucoup d'international, mais en termes d'intérêt et d'enseignement, il y a aussi historiquement un intérêt particulier pour la région européenne, l'Union européenne, la coopération européenne. Donc ça aussi, ça fait partie un petit peu de l'ADN d'ESPOL. Donc il y a une licence de sciences politiques avec un ancrage très important sur les questions européennes. Ce n'est pas forcément uniquement l'Union européenne, mais c'est aussi la comparaison entre les pays européens, mais c'est aussi la pensée européenne. Voilà. Donc ce sont des choses, c'est un ancrage particulier. Il y a la deuxième licence qui est celle que moi je coordonne, qui est la licence de relations internationales. Donc là, on va partir tout de suite. Les premiers cours que vous auriez, c'est Introduction aux relations internationales, Histoire des relations internationales. Un cours, par exemple, celui que j'enseigne moi pour les premières années, qui s'appelle World Politics, donc une réflexion sur en quoi le monde aujourd'hui est une unité qui peut être appréhendée comme telle dans les phénomènes politiques qu'on y voit, que ce soit en termes de compétition de puissance, comme on en parlait, mais aussi d'ordre politique international avec des institutions, mais aussi d'échanges, de marchés. Est-ce que la mondialisation est en train de continuer ou de se casser la figure? Voilà, ce genre de problématiques. Et puis, je vous ai déjà parlé un petit peu des disciplines qu'on faisait rentrer dans la licence relations internationales. Et puis, il y a un troisième programme, une troisième licence qui est un peu plus récente, qui est PPI, c'est-à-dire politique, philosophie, économie, qui en fait prend modèle, et je pense que pas mal de lycéens ici ne seront pas forcément surpris, parce que ça prend modèle sur un type de programme qu'on a beaucoup, en particulier au Royaume-Uni. C'est-à-dire, c'est une formation qui veut avoir un équilibre entre ces 3 orientations, grosso modo sciences politiques, économie, de façon un peu plus musclée que dans les autres formations, avec l'ambition d'avoir des étudiants qui peuvent continuer des études plus spécialisées sur ces sujets, et la philosophie. Donc, on a essayé d'avoir une offre à la fois qui a des complémentarités géographiques, l'international ou le monde ou l'Europe, pardon, et puis des orientations disciplinaires. Est-ce qu'on est ouvert sur toutes ces disciplines, ou est-ce qu'on veut avoir une présence un peu plus importante des méthodes quantitatives et de l'économie pour avoir l'ouverture un peu plus libre sur certaines filières qui sont liées à ces connaissances. Donc ça, c'est les 3 programmes. Licence européenne de sciences politiques, relations internationales et PPE. Parfait. Allez, on va essayer de commencer avec les questions des internautes. On a une question de Jules. Hein. Posez bien vos questions, les internautes. On prendra au fil de l'eau. Donc, voilà, moi, pendant ce temps, j'ai aussi d'autres questions, mais vraiment, c'est le plus important, c'est de vous répondre à vous. Jules demande, quels sont les débouchés dans le secteur privé si on s'intéresse aux relations internationales? Alors, c'est effectivement une bonne question. Ça me paraît assez vaste, finalement, hein, par rapport à ce que vous avez dit, Pierre. Alors,
Alors, ce qui est vrai, et ce qui est implicite dans la question, c'est que souvent, dans les étudiants qui ont fait, ce type de formation, il y a quand même une part importante qui se dirige vers, le secteur public ou, les ONG. Maintenant, si vous me demandez le secteur privé, je vois plusieurs choses. Il y a d'abord, du travail de conseil où justement parce que, comme je le disais tout à l'heure, les aléas géopolitiques, les risques de conflit ont de plus en plus d'impact sur, les risques des investissements. Il y a de plus en plus d'emplois qui sont orientés là-dedans, c'est-à-dire arriver à faire le lien entre les menaces ou les aléas géopolitiques et des opportunités d'investissement ou autres pour le secteur privé. Vous avez aussi des emplois plus traditionnels, en particulier pour ceux qui ont fait les formations sur les questions européennes qui sont liées à du lobbying ou de l'accompagnement des entreprises qui veulent finalement naviguer un petit peu pour défendre leurs intérêts dans le maquis institutionnel des décisions qui sont prises pour leur secteur et qui sont contentes d'avoir des gens qui comprennent bien et qui ont des bonnes connexions pour comprendre, par exemple, comment fonctionne l'Union européenne ou comment ces questions internationales peuvent avoir un impact sur leurs intérêts futurs. Voilà, c'est deux idées qui me viennent en tête. Maintenant, ce qui est vrai, c'est que ce n'est pas la majorité des étudiants qui sortent de nos formations. Euh, si je regarde les statistiques précises que j'ai ici, le secteur privé, si, on a pas mal de, ouais, on a au niveau de 30%, donc ça reste moins que le secteur public. Et puis, bien entendu, il y a un autre aspect qui fait partie du secteur privé que je n'ai pas mentionné, mais qui est très important, hein, c'est les médias aussi, c'est-à-dire un domaine dans lequel on peut avoir un besoin important de ces compétences. Je vois voilà, dans les entreprises qui recrutent nos étudiants, je vois des entreprises dans le domaine énergétique, dans les entreprises dans le domaine du luxe. Donc, ça peut être des choses assez variées dans lesquelles la question internationale, du fait des intérêts de ces entreprises, peut être aussi très importante. Oui, bien sûr. J'imagine peut-être le secteur de la défense aussi, Alors voilà, mais oui, alors effectivement, la défense, évidemment, parce que la défense, c'est un secteur très lié de toute façon aux décisions publiques et au secteur public. Mais effectivement, si vous allez vers des formations de relations internationales, des questions de sécurité, évidemment que là aussi, il y a des besoins dans le domaine de la défense, oui, parce qu'il y a un lien très très fort là, pour le coup, avec ce que font les États. la commande publique. Alors, pour revenir à ESPOL, quelles sont un petit peu les spécificités de la pédagogie de l'enseignement? Est-ce que c'est quoi une semaine type, par exemple? Je pensais aussi, est-ce qu'il y a des périodes de stage, des périodes à l'étranger? Oui, alors pour répondre directement à la deuxième partie de la question, oui. Alors ça, ce sont des choses assez classiques. Effectivement, il y a 8 semaines de stage, il y a un semestre à l'étranger qui est organisé dans toutes ces formations. Donc il y a des partenariats qui sont établis dans le monde entier pour permettre de donner une offre la plus variée possible et la plus attractive possible à nos étudiants. Après, sur l'aspect pédagogie particulière, il y a des choses qu'on rencontrera dans d'autres formations. Un étudiant de première année, par exemple, je dirais que ce qui peut avoir un petit peu différent dans d'autres formations universitaires, c'est qu'on essaye d'avoir, en tout cas pour les premières années, un encadrement individuel plus accentué. Par exemple, on va avoir des cols, comme on peut en avoir plus traditionnellement dans les classes préparatoires, c'est-à-dire des épreuves régulières qui sont faites en interview de face à face, c'est-à-dire un enseignant face à un étudiant pour passer une demi-heure, pour les interroger sur un sujet, leur donner son avis sur la prestation, leur donner des conseils. Donc voilà, c'est quelque chose d'assez intense, puisque en première année, on a des cols sur des questions qui sont en français, on a des cols sur des livres, des lectures qu'on encourage les étudiants à faire et qu'on accompagne avec eux. Donc il y a un aspect qui sort du cadre du cours traditionnel et qui est un encadrement qui essaye de pousser l'entrée des étudiants et de faciliter l'entrée des étudiants dans le logiciel des études supérieures et de la culture et des démarches de lecture que ça implique.
Quelle est l'importance des langues dans ces licences, dans ces programmes? Alors, je pense à la fois pour l'entrée, c'est-à-dire est-ce que vous demandez des TOEFL ou je sais pas, enfin des niveaux avec des certificats, et dans l'enseignement, c'est-à-dire est-ce qu'une partie des programmes est dispensée en anglais, dans d'autres langues? Ouais, alors, il y a évidemment une importance de l'anglais dans l'enseignement. Il y a toujours dans tous les programmes une grande partie qui est dès la première année dispensée en anglais. Donc ça fait partie euh, à la fois de l'ouverture et aussi de l'acquis d'étudier à ESPOL, c'est qu'on est tout de suite dans le bain d'un enseignement plurilingue. Il y a évidemment des langues qui sont enseignées. Il y a la possibilité d'avoir 3 langues. Ça, ce sont les options qui sont à côté des enseignements proprement disciplinaires qu'on a à ESPOL. Pour ce qui est des prérequis, je ne pense pas qu'il y ait de prérequis formels en première année. Oui, je pense pas qu'il y ait des prérequis formels. Vous voyez, je regarde les prérequis, ça c'est pas dans la licence que je coordonne, c'est dans la licence PPE, donc politique, philosophie, économie. Comme il y a un peu d'économie, on recommande particulièrement aux étudiants de prendre l'option maths, vous voyez, donc ça c'est un exemple au lycée. Mais sinon, il n'y a pas de prérequis éliminatoires, bien entendu. Les dossiers sont entièrement analyser non seulement les notes, mais aussi les lettres de motivation. Les lettres de motivation, pour le coup, là, il y a un aspect linguistique, puisque les lettres de motivation pour ESPOL sont demandées en anglais. Mais à part ça, il n'y a pas de niveau éliminatoire. D'accord, très bien. Allez les internautes, posez vos questions. Je reprécise à tout le monde que, effectivement, il y aura bien un replay, hein, donc il sera bien disponible, quelques instants après la fin du webinaire. Vous recevrez le lien. Il y aura également la vidéo sera également mise sur YouTube. Donc voilà, si vous ne pouvez pas assister à la fin ou si vous avez raté le début, vous n'avez rien raté, et surtout, posez bien vos questions dans le chat. Je vais vous poser, Pierre, une question d'Anne qui demande: comment vous positionnez-vous par rapport à Sciences Po Paris ou les IEP de province aussi? J'élargis un petit peu la question. Hmm. Bon, c'est difficile de dire dans le détail parce que dans tous les cas, on a des formations qui évoluent. Disons que voilà, si vous regardez les caractéristiques que je vous ai présentées d'ESPOL, il y a des choses qui sont assez semblables à ce que vous pouvez trouver dans des IEP. Voilà, ce que je donnerais comme élément particulier qui sont des forces d'ESPOL dans cet environnement où il y a quand même des gens qui font des choses assez proches, c'est, je dirais, l'aspect international. C'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup d'établissements où une majorité du staff enseignant n'est pas français. Donc ça se joue, ça joue dans la façon dont vous avez des enseignements, ça joue dans l'ouverture intellectuelle de ce que vous avez, et puis ça joue aussi sur les préoccupations qu'on a en termes d'avenir dans les masters auxquels vous pourriez postuler ou les enseignements auxquels vous pourrez postuler. Après, je ne vais pas vous dire que c'est radicalement différent. Il y a des cours qui sont donnés à ESPOL qui pourraient ressembler tout à fait à des cours que vous avez à Sciences Po Paris. J'ai enseigné dans le passé à Sciences Po Paris. Il y a des choses qui peuvent être assez proches. Après, ce qui peut faire aussi l'intérêt d'ESPOL, c'est pas uniquement les spécificités de son enseignement dont je vous ai parlé. Voilà, c'est aussi qu'il y a un ancrage à Lille, dans un quartier où on a un campus assez resserré, où on peut tout faire à pied, où on a beaucoup d'étudiants qui ont, parce que c'est aussi pas les mêmes prix que dans le centre de Paris, beaucoup d'étudiants ont des colocs qui sont dans le coin, dans le quartier. Bon voilà, il y a aussi d'ailleurs quelques logements qui sont mis en location par l'Institut catholique. Bon, ce que je veux dire, c'est qu'il y a aussi cet ancrage à Lille et dans ce quartier Vauban pour ESPOL qui fait aussi son côté un petit peu chaleureux, quoi. Très bien, effectivement, c'est particulièrement central et très bien placé. Allez, il y en a une question de Cécile et du coup, ça va permettre pas d'élargir, mais d'aborder les conditions d'entrée. Donc, alors, Cécile demande: quelles sont les conditions d'entrée pour les Français qui n'ont pas passé de baccalauréat, mais d'autres diplômes comme un IB ou un Abitur? Alors, je dis français ou autre nationalité, j'imagine, ça doit être la même chose. Et je dirais parallèlement, quelles sont les conditions d'entrée pour les circuits plutôt, pour ceux qui sont en lycée français et qui passent le baccalauréat français?
Mhm. Alors, bon, ce que je sais, parce que c'est pas moi qui m'occupe, et ça, je pense, vous pouvez, si vous avez des questions un peu plus précises, aller voir directement avec le service des admissions. Ce que je sais, c'est que grosso modo, les étudiants français, européens passent par le système Parcoursup Oui. classique. Donc, c'est le même système que ceux qui vivent en France. Et d'ailleurs, et donc là, vous faites des vœux et chacune de nos formations est un vœu que vous pouvez formuler dans le cadre de Parcoursup. Et pour les étudiants qui sont des systèmes extérieurs, alors là, il y a un système qui est pour les étudiants étrangers qui est, je crois, Campus France, qui donne une autre procédure pour les étudiants étrangers. Voilà. C'est ce que je sais. J'ai pas de détails plus particuliers là-dessus. Euh, ouais. Et, bon, de toute façon, je pense qu'effectivement, vous pouvez contacter les services admission à ESPOL sur le site d'ESPOL très facilement. Et, Ouais. en tous les cas, ce qui est certain, c'est que pour les étudiants qui sont au lycée français, c'est Parcoursup. C'est Donc, Parcoursup, ça c'est clair. voilà. Ouais. Et également, je mentionnerais, j'imagine, là, c'est pas du tout trop tard pour candidater si on est hors Parcoursup, on est simplement fin janvier. Je pense que vous êtes dans les périodes de recrutement. Oui, oui, oui. Les parcours, le Parcoursup, ça intervient plus tard. Et ouais, ouais, bien sûr. Bon, très bien. Je voulais vous demander, en fait, par rapport, on a abordé, on a abordé un petit peu les prérequis. Quels sont les types de profils d'étudiants et qu'est-ce que vous regardez? Est-ce qu'il faut avoir Mm. une super moyenne en économie, une super moyenne en philo, ou plutôt être fort en maths, Mm. ou est-ce qu'il faut 16 de moyenne partout? Ouais. Quels sont les points d'attention sur les candidatures que vous recevez? Alors, ce qu'on dit généralement aux étudiants, c'est qu'il n'y a pas de prérequis éliminatoires. Donc, je vous ai dit, il y a juste pour une des formations, comme il y a un aspect assez accentué sur l'économie, on recommande d'avoir pris l'option maths, mais ça, c'est la seule recommandation qui est faite. En revanche, si vous voulez une sorte de vision de la façon dont se passe le processus de sélection, bah, ça se passe avec d'abord les notes, hein, les notes de première terminale, bac français, la lettre de motivation en anglais, et puis bien évidemment les éléments tous les éléments utiles que vous pourrez donner qui attestent de votre intérêt, de votre curiosité intellectuelle, de votre motivation sur les enjeux, sur les disciplines qu'on enseigne. Voilà. Donc c'est ça. Donc vous voyez, c'est assez ouvert. C'est pas du tout qu'il y a un profil type. L'enjeu, c'est aussi d'être ouvert à des profils différents, des gens qui ont des qualités différentes, des parcours différents, mais c'est sûr que, on est évidemment attentif à des preuves de motivation et d'intérêt pour ces questions que nous enseignons. Alors j'imagine que le profil de nos jeunes expatriés qui ont passé une partie de leur vie ou toute leur vie à l'étranger, dans différents pays, parfois dans plusieurs pays, c'est peut-être des profils qui sont intéressants pour vous parce que c'est des gens qui sont déjà ouverts sur l'international. Tout Et à du coup, il fait, faudrait que et on en a chaque année. vous en Chaque avez chaque année, année. on a un certain nombre d'étudiants qui viennent des lycées français à l'étranger. Et du coup, je pense que ça, c'est des points qu'ils doivent mettre en avant dans Absolument. leur lettre de motivation. Absolument, absolument. Ça, ce lien par votre trajectoire, votre expérience à l'international, c'est évidemment très intéressant, non seulement pour comprendre qu'est-ce qui vous motive, qu'est-ce qui vous intéresse sincèrement, mais aussi pour envisager la façon dont vous allez vous intégrer dans un environnement qui met l'accent sur l'international. Ouais. Est-ce que, on doit mettre en avant sur sa lettre de motivation également, toutes ces activités annexes? Je ne sais pas si je fais du théâtre, si je fais du sport, je sais pas si je suis un champion de 100 mètres. Est-ce que ça, ou musicien, est-ce que l'extrascolaire également, est important pour vous pour déceler un petit peu les personnalités? Je pense que ça fait partie des lettres de motivation de façon générale. Je ne peux pas vous donner d'éléments particuliers parce que je ne sais pas exactement dans quelle mesure ça joue. Je dirais que de toute façon, l'enjeu, c'est d'être sincère dans la façon dont vous démontrez que vous avez un intérêt pour la formation qu'on a. Donc, si
pour une raison qui vous est propre, une activité que vous faites peut démontrer quelque chose sur vous, ça peut être utile. Pas forcément dans l'absolu en disant je fais de la trompette, mais si vous dites qu'une activité qui n'a pas l'air tout à fait liée à la politique ou aux questions internationales, bah, ça démontre que vous avez travaillé avec d'autres gens, ou ça démontre que vous avez réussi à atteindre un niveau intéressant, que vous avez travaillé beaucoup, etc. Voilà. Que ça démontre quelque chose d'utile, bah, ça nous intéressera toujours. Bien sûr. Allez, les internautes, posez bien toutes vos questions. On a un petit peu plus de la moitié de ce webinaire, hein. Je vous rappelle qu'il sera disponible en replay. On a une question de Cécile qui demande est-ce un diplôme reconnu par l'État ou RNCP? C'est la validation, Oui, c'est ça, oui. c'est les fameux crédits. Oui, c'est validé par l'université. C'est-à-dire qu'effectivement, en France, il y a un système où ce sont les universités publiques qui peuvent directement donner des diplômes. Eh bien, ESPOL a des accords avec des universités et des rectorats qui valident et reconnaissent immédiatement les notes et les diplômes qu'on vous donne. Donc, c'est immédiatement transcrit comme si vous aviez fait votre formation dans une université publique. Donc, c'est immédiat. Très bien. Une autre question de Cécile. Merci Cécile. Quelle est la suite classique effectuée par vos étudiants après un bachelor, donc après leur troisième année, leur bac plus 3? J'imagine que c'est la plupart du temps, dans ce type d'études, on a tendance à poursuivre vers un master? Oui, alors, je vais pour vous donner, je crois que là, j'ai des chiffres. Un master, c'est dans le 90% des cas. Voilà. Oui, Ça, c'est donc, le cas donc c'est nos étudiants qui sortent d'un billet à ESPOL. Et puis, pour ce qui est des disciplines de ces masters, bah, c'est rien de très surprenant, c'est-à-dire que ça reflète un peu les disciplines que vous avez dans les billets, c'est-à-dire relations internationales, affaires publiques, sciences politiques, sécurité, défense, développement durable, voilà, ce genre de choses. C'est assez attendu pour des gens qui sortent de billets qui portent sur ces sujets. Mais effectivement, 90%, et j'ajouterais aussi dans 37% des cas, ces masters sont hors de France. Donc ça va d'accord. aussi dans la question de l'internationalisation, c'est-à-dire que ce n'est pas simplement l'internationalisation avant ou à ESPOL, mais aussi après. Pour Ah vous oui. donner un indicatif des pays qui sont les plus fréquemment trouvés dans les destinations en master de nos étudiants, on a les Pays-Bas, la Grande-Bretagne et la Belgique. D'accord. Et donc c'est un signe de la reconnaissance de l'école au-delà de nos propres frontières. Voilà, on exporte nos Ouais. étudiants. Bah, c'est super, ça donne un choix encore plus large pour vos étudiants après leur bachelor. Il y a des masters qui sont proposés aussi à ESPOL, hein, je crois. Oui, tout à fait. Ça, j'ai mis l'accent sur la question internationale, donc ceux qui s'en vont, mais il y a de plus en plus de masters et de places qui sont organisées en master. Donc, on a des masters qui, là aussi, prolongent les programmes de billets qu'on a, en particulier, par exemple, sur des questions internationales et de sécurité, sur des questions climatiques. Donc, on a plusieurs masters aussi qui peuvent prendre la suite des enseignements qu'on a en billet. Parfait. Alors, on a une question de Martiaux qui se projette assez loin. Il demande s'il y a un programme de doctorat en sciences politiques. Oui, alors ça, c'est en train de se développer. C'est pas encore il n'y a pas encore beaucoup de thésards à ESPOL, mais on commence à en avoir. Donc c'est en cours de développement, mais ça va se développer avec le temps. Mais on a, pour vous dire, voilà, dans le bureau d'à côté du mien, déjà un petit pool de quelques doctorants qui préparent donc leur thèse dans le cadre d'ESPOL, dans nos locaux juste à côté. Bon, bah, c'est bien. Bah, si Martiaux est au lycée, il a le temps il a Voilà. le temps d'arriver jusqu'au doctorat et jusqu'à sa thèse. Allez, les internautes, continuez à bien poser vos questions. Je voulais savoir un petit peu à quoi ressemble un cours de relations internationales à ESPOL. Est-ce que vous êtes vraiment dans des cours d'amphi, comment on appelle ça, cours magistral, ou est-ce que c'est davantage est-ce qu'il y a du travail en équipe? Comment ça s'organise? J'imagine que c'est varié, hein, mais finalement, ça m'intéresse de Ok. savoir ça. Ouais, non, c'est une très bonne question parce qu'effectivement, à
à l'université, on aime bien aussi travailler sur des méthodes pédagogiques variées pour essayer de suivre les étudiants de façon intéressante et stimulante. Donc, un cours en relations internationales. Bon, d'abord, vous avez des cours, mais ça, c'est quelque chose que SPOL partage avec plein d'autres établissements. Vous avez des cours où vous avez simplement le cours et puis des cours où vous avez un soutien avec des TD, c'est-à-dire que vous faites des petites discussions en séminaire qui viennent en soutien du cours lui-même. Après, même dans un cours magistral, par exemple, pour vous donner un exemple de ce que je connais mieux, c'est-à-dire les cours que moi je fais, je demande à chaque fois aux étudiants de lire un texte avant le cours et ensuite d'être actifs, c'est-à-dire que je leur demande de discuter avec leurs voisins en groupe de 2 pendant 5 minutes, de tirer des conclusions par rapport à des questions que je leur ai posées sur les textes qu'ils avaient à lire. Et puis après, j'interroge un certain nombre de groupes et puis on collecte les réponses, on collecte les conclusions, on les confronte, on débat et puis après, on enchaîne sur un cours, une présentation un peu plus structurée de l'enseignant. Donc voilà, c'est-à-dire qu'il peut y avoir plein de façons assez différentes. Je sais qu'il y a aussi des collègues qui demandent des contributions écrites par des logiciels qui projettent les contributions au mur. Voilà, il y a plein de façons de faire participer les étudiants qui ne sont pas forcément uniquement des TD. Et puis, je vous disais, la particularité, pour le coup, qui est un petit peu spécifique à ESPOL, c'est que vous avez un certain nombre de cours qui sont attelés pas simplement à un TD, mais aussi à des cols, donc des systèmes où on vous interroge en examen individuel. Voilà. Et puis, après, sur les relations internationales en particulier, les relations internationales, c'est bien entendu une discipline qui s'intéresse beaucoup à ce qui se passe en ce moment. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement de l'histoire ou de la théorie. Donc, on essaye toujours de faire un équilibre. D'avoir des connaissances fondamentales, un certain nombre de grands auteurs, de grands textes et de concepts avec des définitions précises qu'il faut connaître précisément parce que ça donne une structure intellectuelle à vos connaissances. Et puis tout de suite après, on va les appliquer, les tester, les confronter à des situations immédiates. Pour vous donner un exemple, ce matin, je faisais mon cours à des premières années de World Politics, donc politique mondiale. On a parlé des questions de la notion d'ordre international avec certains auteurs, y compris qui parlaient d'ordre international dans des contextes historiques assez anciens. Et puis, très vite, on a confronté ça à la question de Donald Trump qui quitte tout un tas d'organisations internationales, qui a décidé de quitter à nouveau les accords de Paris sur le climat ou l'Organisation mondiale de la santé, d'avoir un rapport tout à fait différent à la notion de multilatéralisme. Qu'est-ce que ça veut dire sur l'évolution de l'ordre international? Est-ce qu'il change de nature? Est-ce qu'il s'effondre? Qu'est-ce que ça veut dire dans le rôle particulier des États-Unis qui ont un rôle spécifique dans le soutien à l'ordre international aujourd'hui? Voilà. Donc, c'est un jonglage permanent entre une réflexion plus théorique et puis une réflexion plus axée directement sur la compréhension du monde tel qu'il évolue autour de nous. Merci beaucoup Pierre pour ces précisions. Allez, on a d'autres questions d'internautes. Cécile demande combien il y a de places par an. Bon, en gros, c'est des promos de combien par licence à peu près. Alors, en tout, alors dans les promos de combien, je dirais que ça varie selon les années et selon les programmes, c'est autour de 200. Ouais. 200 par licence. Ouais, par programme, c'est-à-dire donc en première année, en licence de relations internationales, vous avez 190 étudiants. D'accord. D'accord, très bien. Voilà, Cécile a sa réponse. J'imagine qu'il y a beaucoup de demandes, donc il faut quand même il faut être parmi les meilleurs. Jules demande, avez-vous des étudiants qui se tournent après le bachelor dans la recherche en géopolitique? Alors, ça rejoint un petit peu les questions qu'on posait sur les masters et sur les thèses. C'est-à-dire que si vous parlez de recherche, souvent les étudiants qui veulent faire de la recherche de façon plus spécifique vont faire un master. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, on a beaucoup d'étudiants qui font justement des masters ancrés sur les questions de relations internationales, de géopolitique. Après, si vous posez la question au plus en termes de débouchés professionnels, alors là, oui, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure sur la recherche, y compris dans un secteur privé, que ce soit pour des think tanks ou pour des dispositifs de conseil aux entreprises. Donc ça, évidemment, ça fait partie des débouchés classiques. Quelles sont, selon vous, Pierre, les grandes compétences qu'on acquiert dans ces 3 ans de bachelor à ESPOL? Alors,
Ça peut être des compétences vraiment, universitaires, hein, basées sur le contenu, mais également je pensais aussi ce qu'on appelle les soft skills, tout ce qui fait partie un petit peu de nous, hors les connaissances. Je dirais qu'il y a des connaissances qui peuvent être très générales, qui n'ont pas forcément un lien direct avec le cursus lui-même. Parce que d'une certaine manière, la première compétence qu'on apprend, c'est on apprend une certaine organisation du travail, on apprend une certaine rigueur intellectuelle, on apprend à être confronté à des idées nouvelles, on apprend à remettre en question euh, des croyances qu'on prend pour acquis ou pour évidentes. Voilà, on apprend une gymnastique du débat. C'est la raison pour laquelle je vous donnais l'exemple du fait que dans mes cours, je commence toujours par demander aux étudiants de dire un petit peu de quoi ils partent intellectuellement et d'en parler avec leurs voisins et ensuite d'en parler avec le cours. Donc il y a quelque chose qui est utile pour comprendre les relations internationales, mais qui devient une forme de gymnastique et d'une certaine manière intellectuelle et dans l'organisation du travail qui bien entendu, a de la valeur bien au-delà du monde des relations internationales. Là aussi, pour ce qui est du travail écrit, c'est aussi quelque chose sur lequel il y a un accompagnement. Donc, arriver à écrire de façon juste, de façon rigoureuse, comprendre ce que ça veut dire d'imputer une cause. Vous voyez, c'est des choses qui peuvent paraître un petit peu parfois évidentes, mais qui en fait font le lien avec des enseignements méthodologiques ou des techniques d'épistémologie qu'on donne aux étudiants. C'est-à-dire, quand on vous dit dans le débat public, y compris journalistique, tel phénomène, c'est à cause de ça, ou ça a causé ceci, qu'est-ce que ça veut dire réellement? Est-ce que vous devez le prendre pour argent comptant? Est-ce que vous ne devez pas interroger cette relation causale qu'on vous met sous le nez sans la discuter? Qu'est-ce que c'est qu'une preuve? Qu'est-ce que c'est qu'une démonstration? Tout ça, ce sont des choses qui attisent, qui affûtent votre esprit critique de façon générale, bien au-delà des connaissances que vous avez pour la relation internationale. Et puis après, pour ce qui est des relations internationales, je reviendrai sur ce que j'ai déjà dit, c'est-à-dire qu'on est à un moment où, comme on a un renouveau très très intense de la compétition de puissance, les compétences sur la compréhension des relations internationales irriguent plus, bien plus encore la société que dans le passé. Donc c'est un moment où ces compétences deviennent particulièrement stratégiques. D'accord, elles vont être particulièrement, recherchées du coup. Alors on a une question de Cécile qui demande: «Quel est votre lien avec vos alumni? Est-ce que vous avez un service alumni ou est-ce que Oui, j'imagine que oui, vous avez un oui. service stage, par exemple, pour aider à trouver des stages?» Oui, il y a un lien avec les alumni, il y a un lien, et pas simplement pour les stages, même pour les questions en amont des masters. Quand on fait de l'orientation avec les masters, et ben évidemment, ça se passe aussi avec nos anciens élèves. Donc, l'administration entretient un lien régulier avec les alumni. Je ne connais pas le détail parce que ce n'est pas moi qui m'en occupe, mais voilà, je peux vous dire que c'est un lien qui est régulier, qui est entretenu et qui joue un rôle aussi dans l'expérience des étudiants en cours, c'est-à-dire qu'on les met aussi en contact avec leurs alumni. D'accord. Peut-être une petite question également sur, la vie associative, la vie étudiante. Je crois notamment qu'il y a un peu de temps qui est libéré pour pouvoir participer à des associations, que ce soit du caritatif, que ce soit, peut-être artistique ou différents projets. Est-ce qu'il y a une vraie vie associative à ESPOL? Oui, oui, oui. Alors, au-delà du temps qui peut être donné à droite à gauche pour faire des activités extra-universitaires, il y a effectivement un nombre important d'associations étudiantes à ESPOL. Il y a 37 associations étudiantes à ESPOL. Il y en a Waouh! qui sont des associations classiques que vous retrouvez dans beaucoup de formations, comme le BDE, etc. Ou comme un média, des médias des étudiants ou des concours d'éloquence. Donc ça, c'est des choses assez généralistes qu'on trouve dans pas mal de formations, même si elles parlent les disciplines sont différentes. Mais bien entendu, vous avez aussi tout un tas d'associations qui reflètent un peu les intérêts particuliers de nos étudiants, qui correspondent aux intérêts particuliers de nos formations. C'est-à-dire que vous en avez sur les questions de sécurité et de défense, vous avez une association spécialisée sur la simulation des Nations Unies, des associations qui sont en lien avec des agences qui s'occupent d'humanitaire, des associations qui sont en lien avec l'UNICEF. Donc, je dirais qu'il y a un équilibre entre des choses qui sont assez classiques et des choses qui sont plus
axé sur les intérêts particuliers de nos étudiants et puis justement les compétences qu'ils veulent développer aussi sur ces questions internationales en lien avec la politique et les organisations internationales. Très bien. Allez, les internautes, c'est les toutes dernières questions. Là, on va arriver au terme de ce webinaire. Si vous avez encore des questions, ça sera c'est le moment de les poser. Je vois que Cécile déjà a dû nous quitter. Je vous rappelle également que ce sera disponible en replay. Hein, donc, si vous avez raté le début, par exemple, pas de souci. Mais posez bien vos dernières questions si vous le voulez. Il y a une question d'Anne qui veut avoir la réponse à la question qui était le thème du webinaire. Elle demande quel est l'intérêt pour un étudiant expatrié de faire des relations internationales. Alors, je pense qu'on a abordé tout au fil de ce webinaire cette thématique, mais si on devait y répondre en quelques mots, c'est presque un mot de conclusion. Oui, alors bon, j'ai déjà répondu un peu sur la question de l'intérêt des relations internationales de façon générale, et ça, je pense que de toute façon, c'est pas intéressant que pour un étudiant expatrié, parce que je pense que si c'est une évolution du monde dans lequel nous vivons, ça va concerner tout le monde. Après, pour les étudiants expatriés, je dirais que je n'insisterai pas forcément sur l'intérêt d'étudier les relations internationales, parce que ce n'est pas parce que vous êtes expatrié que vous allez forcément vous intéresser plus aux relations internationales. Il y a plein de formations, vous avez plein d'intérêts que vous pouvez avoir en étant étudiant expatrié, il n'y a pas de lien direct. En revanche, ce que je peux dire, c'est s'intéresser aux relations internationales à ESPOL, qui est un établissement qui s'est fait beaucoup avec des contributions de collègues venus de l'international et avec une orientation très internationale en se disant on veut se comparer directement avec des établissements à l'étranger, on veut que nos étudiants puissent sans problème continuer leur formation à l'étranger sans qu'il y ait de gap ou d'écart entre un modèle français et un modèle étranger. Voilà, là, pour le coup, il y a une cohérence. Voilà. Donc, si les sujets de relations internationales vous intéressent et que vous avez cette expérience d'expatrié, bah, vous ne serez pas, vous ne serez pas surpris de la façon dont on pense ça et dont on a envie de le faire à ESPOL. C'est surtout ça que je pointerai. Bah, très bien, merci beaucoup Anne du coup à sa réponse. Je vois qu'il n'y a plus de questions, donc j'imagine que j'espère et je pense qu'on a répondu assez largement. Peut-être je vais vous laisser Pierre un petit mot de la fin. Après, je remercierai juste et je clôturerai ce webinaire. Oui, bah écoutez, le mot de la fin, c'est surtout pour dire que si vous êtes intéressé, il y a tout un tas de. Nos sites internet est bien fait. Il y a aussi, pour donner un aspect un peu plus pratique, puisque il y a des frais de scolarité, vous pouvez facilement faire des simulations des frais de scolarité que vous auriez sur le site de l'Institut catholique. Vous pouvez contacter facilement le service des admissions d'ESPOL pour avoir des renseignements complémentaires. Voilà, donc bon, il y a des portes ouvertes qui sont un peu plus compliquées à utiliser pour les étudiants qui sont à l'étranger, bien entendu, mais on essaye d'organiser des événements qui sont aussi directement tournés vers les lycéens pour leur présenter et leur montrer l'université. Donc, n'hésitez pas à écrire au service de la scolarité si vous avez besoin d'informations supplémentaires. On est tout à fait préparé et intéressé à vous donner toutes les réponses possibles. Parfait. Bah, écoutez, merci beaucoup. Merci Pierre Merci à Arroche, vous. maître de conférences en politique européenne et internationale à ESPOL Lille, pour ce passionnant webinaire sur la thématique pourquoi étudier les relations internationales en tant que jeune expatrié. Merci à tous les internautes. J'espère que ça vous a intéressé. Dans quelques instants, et j'en doute pas, dans quelques instants, vous recevrez le lien du replay. Il y aura également, comme je vous le disais, un article dans lepetitjournal.com, votre journal dans les prochains jours avec la vidéo YouTube. N'hésitez pas à la partager auprès de vos camarades ou autres parents dont les enfants sont intéressés par ce sujet. Merci Pierre, merci à tous et à très bientôt. Au revoir. Merci.